fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. 534 675 $. Ça, c'est le chiffre là, des dépenses du gouvernement fédéral. Un demi-million de dollars pour les 3 jours pour assister au couronnement du roi Charles III en mai dernier. C'est ce que ça nous a coûté comme contribuables. Juste y assister, là, porter des beaux chapeaux, des belles robes, puis être dans des hôtels. Comment ça nous coûtait cher, le roi Charles III? On en parle avec Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, Madame Abdel-Fadel. On peut-tu se le permettre, ça, 134 675 $? C'est beaucoup d'argent, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est possiblement la pointe de l'iceberg parce qu'on n'a pas encore la facture complète pour le voyage afin d'assister au couronnement du roi Charles III. Donc, c'est 534 000 à date, mais il faut s'attendre à ce que cette facture-là augmente. Et il faut rappeler aussi que ça a été pour 3 jours pour emmener 102 délégués au couronnement du roi Charles. Donc, c'est effectivement beaucoup d'argent. C'est un énième scandale de dépenses que nous avons trouvé à la Fédération canadienne des contribuables en envoyant des demandes d'accès à l'information auprès de Affaires mondiales Canada, entre autres. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de découvrir qu'effectivement, de la même manière qu'on l'a fait pour les funérailles de la reine d'Angleterre, ben, pour le couronnement du roi Charles, son fils, ben, cette fois-ci, on s'est encore un peu payé la traite et on a effectivement permis à une délégation de plus de 102 personnes de se déplacer sur le bras des contribuables. Ça a l'air de rien, mais ça revient en moyenne à quand même 5 241 $ par personne en moyenne pour 3 jours seulement. C'est effectivement de l'abus. Dans une période d'incertitude, une période d'inflation, parce que là, le couronnement a eu lieu dans une période aussi qui était difficile économiquement, dépenser un demi-million de dollars pour assister à un couronnement d'une monarchie qui a, à toute fin pratique, plus aucun lien avec le Canada, là, c'est un manque de jugement ou est-ce que c'est un passage obligé tant et aussi longtemps qu'on fait partie de cette monarchie? Heureusement, je suis obligé de dire que c'est un peu des deux. C'est sûr qu'il y a un passage obligé qui vient avec ça parce qu'on est encore une monarchie constitutionnelle. Bon, le chef d'État est encore le roi Charles par extension, que ça nous plaise ou non. Puis c'est encore, bien sûr, une discussion qui est très alimentée dans le reste du pays également. Cependant, on a encore ces obligations protocolaires au niveau de comment est-ce qu'on doit effectivement assister aux différents événements. Par contre, faudrait que le gouvernement de Justin Trudeau arrête de méprendre c'est-à-dire un couronnement pour des Jeux olympiques. Là, c'est pas normal qu'on envoie des délégations aussi importantes pour des événements qui sont quand même purement symboliques. Je suis persuadé que le roi Charles III aurait été très satisfait de voir une trentaine de délégués canadiens. En voir 102, ça n'a pas dû changer grand-chose par rapport à sa vision du Canada. Et effectivement, il faut le rappeler que c'est des dépenses qui sont complètement démesurées, qui arrivent dans un contexte d'incertitude économique, pendant qu'on a des files de hauts fonctionnaires qui font des salaires dans les 6 chiffres, qui rentrent dans les avions pour aller en première classe, pour aller à un couronnement royal. On a les mêmes contribuables qui payent ces factures-là, qui payent ces voyages, mais eux, ils font les files devant les banques alimentaires. Donc, cette déconnexion monumentale-là, elle est persistante et elle survient à chaque fois qu'on déniche effectivement d'autres scandales de dépenses comme celui-là. Donc oui, dans les circonstances, un demi-million, et c'est pas, je veux dire, il en reste encore à trouver parce que c'est pas le total de la facture pour l'instant, c'est effectivement de trop dans les circonstances. Évidemment, il y a ce voyage de Dubaï de la présidente de la FTQ qu'on a appris ce matin, mais on apprend déjà qu'elle va être de retour puis qu'elle sera parmi nous dès demain. Elle va être de retour au Québec. Manque de jugement ou ça fait juste partie des rôles que doivent jouer les grandes centrales syndicales? En fait, je me demande sincèrement, c'est quoi le rôle de la centrale syndicale, du moins du FTQ, à la COP 28 ou au COP 27 ou peu importe. Faut dire que c'est quand même assez surprenant qu'on se permette ce voyage-là dans le contexte actuel. On a des centaines de milliers de travailleurs qui essaient de faire valoir leurs points auprès du gouvernement. Les dirigeants des centrales syndicales ne devraient pas être en train de voyager. En fait, il faut dire que c'est quand même sur le bras de des travailleurs qui cotisent pour ces cotisations syndicales-là que ce voyage-là a lieu. Puis on se demande c'est quoi les retombées pour les travailleurs qui payent pour ce voyage-là, parce qu'on s'entend qu'à Dubaï, bon, déjà, ça coûte très cher s'y rendre dans toutes les circonstances, en plus dans un forum comme ça. Donc, le FTQ va s'asseoir avec des chefs d'entreprise, des multinationales et des chefs d'État de partout sur la planète. Mais qu'est-ce que ça rapporte aux travailleurs qui sont présentement en grève au Québec? Je peux comprendre que la notion des changements climatiques, du climat comme tel, c'est important, on doit en parler, c'est un enjeu mondial, mais le FTQ a clairement une mission plus importante en ce moment que d'aller se prélasser, oui, à Dubaï pour assister à une COP
COP28 qui, on rappelle, a quand même lieu aux Émirats arabes unis. Il y a un article de la BBC qui est sorti aujourd'hui qui mentionne que le pays hôte va profiter des événements, en fait, pour faire des négociations et des contrats pour du pétrole et du gaz avec 15 autres pays pendant la COP28. Donc, on peut quand même aussi se demander c'est quoi la crédibilité de la tenue de l'événement global, mais une chose est sûre, la FTQ, son travail, c'est avec les travailleurs québécois, c'est pas à Dubaï présentement. Quelle crédibilité ça laisse à Magali Picard une fois son retour? Parce que là, en fait, elle est rendue dans une période où peu importe ce qu'elle faisait, ben, ça allait passer mal. Si elle restait, elle était déconnectée. Puis si elle revenait, ben, c'est une reconnaissance que c'était une mauvaise idée à la base. Quelle crédibilité lui reste au moment où elle a besoin d'avoir un rapport de force avec le gouvernement en négociation des conventions collectives? Je pense que dans les circonstances, ben, il reste encore un jeu à jouer. Je pense pas que ça, comment dire, comme disait Monsieur Lavoie avant, son chien est pas mort. Je pense que la crédibilité peut être remise l'avant si effectivement elle revient au Québec, il y a un mea culpa qui est fait et qu'effectivement elle travaille à s'assurer à ce que les négociations soient concluantes avant Noël. Je pense que ça pourrait effectivement rattraper l'image. Je pense pas qu'on aurait, considérant la crise actuelle, je pense pas qu'on aurait, comment dire, accusé Madame Picard de manquer à ses obligations si elle avait décidé de rester au pays plutôt que d'aller à Dubaï. Je pense qu'on aurait pu reconnaître là, effectivement que son travail essentiellement dans les circonstances actuelles, c'est de travailler avec le gouvernement pour représenter les travailleurs québécois. C'était pas le bon moment pour partir en avion. Mais ceci étant dit, tout n'est pas terminé. Elle peut encore tirer son épingle du jeu, mais je pense que la balle effectivement est dans son camp. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, merci. Au revoir.